20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h, bienvenue dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique sur Fréquence ESJ. Et notre invité ce soir est le député En Marche de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Saïda Hamada. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire le tour ensemble pendant une heure de l'actualité. Au programme, le confinement repoussé. Est-ce seulement décaler l'échéance ? Est-ce que la France surtout a les moyens pour survivre économiquement à un troisième confinement ? On se posera la question. On s'attardera également sur les mesures sanitaires et le cas des écoles. Saïda Hamada, vous êtes contre leur fermeture. Hier, c'était le coup d'envoi du Beauvau de la sécurité. Il doit réformer les forces de l'ordre alors que ce week-end encore, des manifestations ont eu lieu contre la loi sécurité globale. Une enquête a d'ailleurs été ouverte contre un commissaire pour violence. Alors, que faut-il faire pour en finir avec ces scènes ? On verra ça juste avant de faire le point sur la loi sur les principes républicains. Elle est débattue cette semaine à l'Assemblée nationale. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission avec le hashtag FréquenceESJ sur Twitter ou sur notre page Facebook. Vous pouvez poser vos questions à Saïda Hamada. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Saïda Hamada. C'est parti. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h. Saïda Hamada, on va revenir sur votre parcours dans moins de 3 minutes. Le temps de donner le mot du jour, un mot choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ et qui résume une des actualités fortes de ce mardi 2 février. Et ce mot, c'est féminicide. Le garde des Sceaux a annoncé cet après-midi que 90 féminicides conjugaux avaient été recensés l'année dernière. En 2019, on en comptait 146. Des résultats encore trop modestes selon Éric Dupond-Moretti, mais porteurs d'espoir, puisque c'est la première fois que le nombre de féminicides ne dépasse pas la centaine depuis 2006. Saïda Hamada, Éric Dupond-Moretti a notamment évoqué les bracelets anti-rapprochement ou le téléphone grave danger comme les raisons de cette baisse. Est-ce que c'est vraiment ce qui a aidé, ce dont on peut se féliciter aujourd'hui ? Bonne question. En fait, c'est moi ce que je salue depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, c'est le fait que ce sujet du féminicide, comme la discrimination femmes-hommes d'ailleurs, soit devenu des sujets d'actualité. Heureusement, malheureusement. En tout cas, plutôt heureusement si on regarde les chiffres aujourd'hui, parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une vraie problématique autour des violences faites aux femmes. Justement, pendant le confinement, on a vu qu'il y a eu des campagnes de communication plus importantes de la part du gouvernement. Il y a aussi eu des mesures comme le fait que les forces de l'ordre se déplaçaient systématiquement pendant le confinement. Est-ce que ces mesures-là ne devraient pas être prises tout le temps, être en place tout le temps ? Si, mais elles devraient l'être aussi pour énormément de délits. Ce que l'on fait aujourd'hui pour les femmes victimes de violences, on le fait avec les moyens de la République, on le fait avec des moyens, vous le savez, qui sont relativement restreints. La vraie problématique aujourd'hui est de faire en sorte que jamais une femme n'ait à supporter de coups de son conjoint. Et donc, j'allais dire, d'arriver quasiment en anticipation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, des hommes se permettent de porter la main sur des femmes ? C'est ça, c'est le sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Et ce qui a été fait depuis quelques mois, quelques années, permet cette sensibilisation qui, jusqu'à présent, n'était pas suffisante. Merci Saïda Hamada. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Pour mieux aborder ensemble les sujets qui font l'actualité, on s'intéresse d'abord à vous en ce début d'émission, Saïda Hamada. Vous avez grandi dans les quartiers nord de Marseille, puis gravi les échelons au fur et à mesure avant d'atterrir sur les bancs de l'Assemblée nationale. On revient donc sur votre parcours avec Théo Grévin. Bonsoir Théo. Bonsoir Manon, bonsoir Saïda Hamada. Bonsoir. Vous êtes donc député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Si on vous avait dit pendant votre scolarité que vous représenteriez plus tard à l'Assemblée les quartiers nord, là où vous avez grandi, vous auriez pu y croire ? Écoutez, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques mois, campagne électorale oblige, j'accueille Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, à Marseille, à quelques mètres de la cité dans laquelle j'ai grandi. Et je lui dis exactement ça. C'est-à-dire que si à l'époque, on m'avait dit que moi, gamin des quartiers nord, j'allais ouvrir un débat devant le ministre de l'Intérieur, j'aurais dit, bon, je pense que là, la fumette a été un peu... Et donc, évidemment pas. Moi, je suis un pur produit des quartiers nord des quartiers nord et des écoles de la République. C'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui fait ma personnalité. Et à l'époque, mes passions, c'était le rap, c'était de m'amuser, ce qui est extrêmement limité pour les jeunes aujourd'hui. C'est plus dur quand on vient des quartiers nord, quand on sait que là-bas, le taux de pauvreté dépassait 40% en 2015 ?
40%, il y a des quartiers où c'est bien Ou c'est plus bien les quartiers nord dans leur Bien plus globalité. Oui. Vous avez une majorité de personnes qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que la norme, c'est de ne pas travailler. C'est des personnes qui ne travaillent pas. Pour être bien clair, c'est pas que les gens ne veulent pas travailler, c'est qu'il y a un taux de chômage tel qu'il y a très peu de personnes qui servent de symbole pour pouvoir guider les jeunes. Donc oui, évidemment, c'est plus dur. C'était plus dur à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagé en politique. C'est pour changer cet état de fait. Dans un de vos portraits, on explique que malgré votre fonction, on vous considère toujours comme, je cite, le gars des quartiers. Ça veut dire quoi? Que vous n'avez pas oublié que vous venez de ces quartiers nord? C'est les autres qui l'ont pas oublié. Si vous voulez, l'une des raisons qui a fait qu'à un moment donné, j'ai passé aussi des concours de la fonction publique, vous allez peut-être en parler, c'est que justement, il y avait un plafond de verre à un moment donné. Et qu'on me renvoyait systématiquement au fait que j'étais noir, que je m'appelais Saïd, que j'avais grandi dans les quartiers nord de Marseille, que je pouvais m'occuper que des sujets qui traitaient des quartiers nord, des quartiers difficiles. Moi, il se trouve que j'ai un niveau bac plus 5 en finance, que j'ai travaillé pour des banques dans le privé, pour après de la création d'entreprise. Donc, je suis plutôt un financier à la base, et jamais on m'a sollicité sur ces dossiers-là. Et donc, oui, il y a un stéréotype qui vous colle à la peau et qui me colle à la peau aussi aujourd'hui. Mais c'est le cas, vous savez, pour les femmes, c'est le cas pour énormément de personnes, pas forcément issues des quartiers difficiles, mais il se trouve que oui, de manière générale, on a des a priori dès qu'on rencontre quelqu'un. Bac en poche à 17 ans, master de finance, vous travaillez dans le privé, puis vous rentrez dans la fonction publique à la Caisse des dépôts et consignations. Le privé puis le public, même si vous auriez pu avoir une toute autre carrière, vous êtes apparu notamment dans les premiers clips d'IAM avec un groupe de rappeurs locaux. Le rap, la musique, ça fait toujours partie de vos centres d'intérêt? Oui, oui. Presque plus que mon fils d'ailleurs, qui a à peu près votre âge. Oui, ça a été, je vous le dis, quelque chose qui m'a construit à l'époque parce qu'on avait... moi, j'ai connu le début du rap. Le rap n'existe pas en France. Au moment où on s'y intéressait, personne ne savait de quoi on parlait. IAM, à l'époque, quand on les suivait, ils sont un peu plus âgés que nous. Enfin, ils étaient plus âgés que nous à l'époque, ils le sont encore aujourd'hui. On allait dans les salles de concert où il devait y avoir 30 personnes, si vous voulez. Donc IAM, 30 personnes. On était quasiment le seul public d'IAM qu'on suivait. Et donc c'était vraiment au démarrage, on avait l'impression, et c'est pas juste une impression, mais il y a eu un reportage récemment d'ailleurs qui le disait, de participer à une aventure collective. Et donc ça m'a construit, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon ADN. Et pour répondre clairement à votre question, j'écoute encore beaucoup de musique, pas que du rap, mais encore beaucoup de musique. Vous adhérez au Modem en 2007 avant de rejoindre Europe Écologie Les Verts, puis En Marche. C'est l'inverse. En 2016, Europe Écologie Les Verts et après le Modem, pardonnez-moi. Vous êtes donc le premier député issu de l'immigration comorienne. L'année dernière avaient lieu les élections municipales. Vous attendiez une chose, l'investiture d'LREM en vue de votre candidature à Marseille. Finalement, le parti a choisi Yvon Berland. Vous l'avez vécu comme un échec? Je suis le seul député issu de l'immigration, on va dire subsaharienne, tout court à Marseille. Le premier en tout cas. Il y a eu des sénateurs, mais il n'y a pas eu de député. Est-ce que c'est une déception? Évidemment. Moi, je me suis battu pour défendre les couleurs de mon parti au municipal, pour plein de raisons, on ne rentrera pas dans les détails, mais et je continue à penser que c'était une erreur. Si je ne le pensais pas, je ne me serais pas présenté jusqu'au bout. Vous aviez déclaré « Je ne peux pas continuer à attendre l'investiture, je me présente quoi qu'il arrive ». Pourquoi avoir choisi de rallier Yvon Berland? Parce qu'à un moment donné, il y a une... Vous savez, moi, l'une des valeurs que j'ai retenues, ou que j'ai apprises en tout cas dans ces territoires, qui m'a été inculquée par ma famille, c'est aussi de ne pas trahir. Donc je n'ai jamais trahi personne. Je suis quelqu'un de loyal. Et donc j'ai joué ma carte jusqu'au bout. À un moment donné, un choix différent a été fait. Et donc j'ai accepté ce choix qui a été fait par les instances de mon mouvement, le mouvement qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je suis député. Si je suis député, je sais à qui je le dois. Voilà. Il y en a qui n'ont pas cette reconnaissance, moi je l'ai. Et pour vous, cette décision d'LREM, est-ce qu'elle a coûté la défaite au municipal à Marseille? Oui, je le pense. Je le pense, mais j'ai été loyal et j'ai soutenu cette... Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, je pense avoir raison, mais peut-être que j'ai tort. Voilà. Peut-être que le national voit des choses que moi je ne vois pas. Même si j'en doutais, mais peut-être que c'était le cas, et l'avenir m'a donné raison. Voilà. Mais oui, je pensais que c'était une erreur, sinon on n'aurait pas fait le score qu'on a fait. Merci Saïd Hamada. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV.
Les actes de désobéissance civile se multiplient ces derniers jours. Beaucoup de restaurateurs notamment ne survivront pas à un mois de fermeture en plus. On fait le point sur la situation économique en France juste après I Just Wanna de Félix Jaehn sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Fréquence ESJ, il est 20h13, bientôt 14. Notre invité en direct ce soir est Saïd Ahamada, député La République En Marche. Et vous avez peut-être des questions depuis chez vous à poser sur la crise sanitaire. Eh bien, n'hésitez pas à les tweeter avec le hashtag Fréquence ESJ ou à nous les envoyer sur le Facebook de Fréquence ESJ. On les récupère tout simplement et on posera ces questions pour vous en fin d'émission. L'Italie, l'Espagne, mais aussi d'autres pays hors Union européenne ont décidé d'alléger leurs restrictions. Parfois, des indicateurs épidémiques moins alarmants sont à l'origine des allègements, mais pour d'autres, c'est tout simplement un manque de moyens, l'impossibilité de compenser les pertes économiques. La France, elle, maintient sa stratégie du quoi qu'il en coûte, mais pour combien de temps, Théo Grévin ? Saïd Ahamada, vous aurez remarqué que nous aurons fait le choix. Je recommence de commencer par l'économie avant de faire un point sur la situation sanitaire. Pour vous, est-ce qu'Emmanuel Macron a fait ce même choix de privilégier l'économie en n'annonçant pas de reconfinement ? S'il avait uniquement privilégié l'économie, honnêtement, on aurait même levé toutes les barrières sanitaires et on aurait fait comme si de rien n'était. Est-ce que c'est un début, malgré tout ? Il faut bien prendre conscience d'une chose. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, surtout, mais quasiment de tous les pays du monde, on a mis sous cloche notre économie, c'est pour ça que je ne suis pas complètement d'accord avec votre affirmation, pour sauver les plus fragiles, les inactifs tels qu'on les appelait. C'est comme ça qu'on va... La leçon historique, ce qu'on retiendra de ce moment, ce sera ça. Parce que ceux qui meurent le plus, malheureusement, du Covid, ce sont les personnes âgées. Ce ne sont pas les jeunes. Ils transmettent, mais ce ne sont pas ceux qui décèdent en masse. Et donc, on a accepté, et c'est tout à notre honneur, et à l'honneur de ce gouvernement aussi, de dire que nous devons protéger les plus fragiles, alors que habituellement, ce sont plutôt ceux qu'on met de côté. Justement, est-ce que ça peut continuer indéfiniment au détriment de l'économie ? Non, ça ne continuera pas indéfiniment, et d'ailleurs, ça ne se fait pas complètement au détriment de l'économie, parce qu'on a quand même maintenu un niveau d'activité économique qui permettra de rebondir lorsque la crise s'arrêtera. Ce qu'on essaie d'éviter, en fait, c'est ce qu'on appelle le collapse en économie, ou en tout cas, c'est l'écroulement de l'économie. Ce qu'on a, par exemple, lorsque on passe 3 ans, 4 ans de guerre totale, comme ça s'est passé en 39-45, où il faut tout reconstruire, on part de quasiment zéro, voire même en dessous. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à éviter. Mais la priorité, c'est de sauver des vies. On ne sacrifiera pas des vies humaines pour des raisons économiques. Ça n'existe pas et c'est pas comme ça qu'on conçoit la vie politique. Ce qui se passe actuellement en Espagne, pas de confinement et une réouverture de certains lieux alors que le nombre de contaminations est 2 fois plus élevé qu'en France. Est-ce que ça peut aussi arriver en France dans quelques semaines, quelques mois ? Tous les scénarios aujourd'hui sont possibles. La stratégie qui est la nôtre aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est de faire en sorte de sauver un maximum de vies tout en préservant ce qui nous paraît être important, un socle économique qui nous permettra de rebondir, et faire en sorte que, avec les aides économiques que l'on accorde, notamment aux acteurs économiques, qu'ils soient en capacité justement d'opérer ce rebond. On est le pays qui a le plus aidé au monde, le monde de l'entreprise. On est le pays qui a accordé le plus. Mais est-ce que ces aides pourront continuer si la situation de crise sanitaire perdure ? Est-ce que dans quelques mois, on pourra dire on n'a pas les moyens de reconfiner et de venir en aide ? Aujourd'hui, la vraie bonne nouvelle, c'est l'existence des vaccins. On mettra un certain temps à vacciner tout le monde, évidemment. Beaucoup de temps si ça continue comme ça. Est-ce qu'on pourra attendre que tout le monde soit vacciné pour faire repartir l'économie aussi vite qu'avant ? Les choses se feront telles que je le comprends. Moi, je ne suis pas au gouvernement. J'essaie de vous donner les clés de lecture. Tel que je le comprends, c'est de faire en sorte qu'on ait suffisamment de personnes vaccinées pour détendre les contraintes sanitaires et faire en sorte que l'économie et le monde repartent tout simplement. Et pas que l'économie d'ailleurs, tout simplement la vie sociale. Mais si on le fait trop tôt, on le paiera en vie humaine. Et donc, il faut le faire au moment où, aujourd'hui, on n'est pas encore dans la situation de certains pays qui, aujourd'hui, notamment en Angleterre, si on prend juste la Grande-Bretagne, qui connaissent une situation sanitaire catastrophique. On ne veut pas atteindre ce point-là pour commencer à réfléchir à des choses plus strictes. On veut anticiper au maximum, et c'est l'une des raisons qui a fait que le confinement n'a pas été déclaré, c'est qu'on compte évidemment sur la bonne volonté des Français, mais on fait tout justement pour faire en sorte que la vie sociale continue, que la vie économique continue à minima, avant de passer à des choses très strictes. Mais il faut qu'on arrive à tenir les deux bouts. Il y a 10 jours, le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, expliquait le quoi qu'il en coûte doit s'arrêter en 2021. Est-ce que vous y croyez ? Bon, il l'a dit avant la décision du président de la République, et au bout du bout, ce sera quand même le président
qui est en l'occurrence quelque part le chef de guerre qui prend les décisions. Mais Olivier Dussopt est ministre des comptes publics, ça veut dire qu'il s'y connaît dans ces domaines. Est-ce que c'est pas inquiétant justement qu'il fasse cette mise en garde? Il est normal que le ministre de l'économie, enfin là l'économie des comptes publics, celui de l'économie c'est Bruno Le Maire, mais celui des comptes publics ait cette alerte, c'est son job quelque part, que de dire que économiquement il faudra qu'on arrête d'aider lorsque la situation sanitaire et lorsque le président le décideront, qu'on arrête d'aider et de mettre sous perfusion l'économie. Évidemment, il y aura un terme. Indéfiniment, en l'occurrence, ça n'existe pas, ce ne sera pas possible. On peut continuer jusqu'à quand, selon vous? Tant que la situation sanitaire le réclamera. Et on fait tout pour que c'est pas ce que dit Olivier Dussopt. Olivier Dussopt, il a dit, globalement, on peut tenir entre 3 et 6 mois avec un tel niveau de dépenses. Est-ce que c'est inquiétant quand on voit que la vaccination n'accélère pas? Sur la commission des finances, aujourd'hui, lui, lorsqu'il parle, il parle avec la situation actuelle, avec ce qui a été voté actuellement, avec le PLFR et le PLF de 2021. Autrement dit, avec les moyens qui lui ont été alloués. Et donc, il a raison de faire cette alerte. Ça veut dire quoi? Que si on continue, c'est-à-dire que si ça s'aggrave, il va falloir qu'on vote de nouveaux budgets, et ça sera notre job à l'Assemblée. On vote un nouveau budget qui permettra d'aider l'économie, les Français. Donc augmenter la dette à nouveau? La situation sanitaire, si c'est nécessaire, oui. Si c'est nécessaire, il faudra le faire. La crise sanitaire, elle a coûté 150 milliards d'euros à l'État. La dette s'élèvera à 121% du PIB en 2021. La dette, est-ce qu'on peut continuer indéfiniment? C'est pareil, à la creuser sans connaître vraiment les conséquences pour le futur? Les conséquences, on les connaît selon ce qu'on fait. On n'a jamais eu une dette aussi importante. Jamais. Après, il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Et je rappelle quand même qu'il y a un niveau d'endettement qui a été décidé au niveau européen. Donc, il y a une solidarité européenne sur cet emprunt. Mais l'Allemagne, l'Angleterre, ils ont des taux d'endettement qui sont beaucoup moins importants que les nôtres. Pardon. Qui a été fait. Mais c'est pour ça que je vous disais qu'on est le pays qui a le plus aidé les Français, l'économie, pour que justement tout le monde tienne les aides qu'on accorde aux jeunes, aux moins jeunes, etc. Mais ça a été un choix, mais un choix qu'on assume. Et au moment où il s'agira de réfléchir à la manière de rembourser la dette, il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Quelles solutions? De le mettre, vous savez, la CADES, par exemple, sur la dette sociale, elle a créé une caisse spéciale. On peut continuer sur la CRDS, qui devait s'arrêter, et dire que la CRDS sera allouée justement, ou sera... C'est donc les générations futures qui rembourseront cette dette. Donc si on l'augmente indéfiniment, c'est les générations futures qui, d'un côté, sont sacrifiées aujourd'hui, qui, dans quelques années, seront une nouvelle fois sacrifiées, car moins de dépenses de l'État, ça veut dire aussi moins de dépenses pour les écoles, pour... Parce que le problème de votre raisonnement, c'est que vous réfléchissez à recettes constantes. Il faut réfléchir aussi avec des recettes qui augmentent. Ce qu'on avait commencé à faire avant le confinement. C'est-à-dire que lorsque l'activité économique est meilleure, ça permet de manière de facto, la dette se rembourse. Sans rentrer dans le détail, de facto, elle se rembourse. Et c'est vrai que si vous raisonnez à coût constant, on est sur une dette qui s'accumule. Si vous augmentez les recettes, du coup, les dettes pèsent beaucoup moins. Merci Saïda Hamada, merci Théo Grévin. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESG. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h l'invité, c'est peut-être la première fois d'ailleurs que vous écoutez cette émission. On est ensemble pendant 1 heure chaque mardi soir avec une personnalité politique et toutes les émissions sont à retrouver sur la chaîne YouTube de Fréquence ESJ en vidéo évidemment. Donc vous pouvez par exemple voir l'interview la semaine dernière de la députée PS Isabelle Santiago ou encore celle il y a 2 semaines du député LREM Pierre-Alexandre Anglade. Mais ce soir on est bien avec vous Saïda Hamada et on continue de se poser des questions sur la gestion de la crise sanitaire. Alors qu'Olivier Véran espère encore éviter une 3e vague épidémique, plusieurs experts font remarquer que des mesures plus fortes devraient être prises dès maintenant. Ils alertent sur les risques à attendre. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Saïda Hamada, bonsoir. Ne pas reconfiner, c'est donc ça la meilleure mesure possible pour éviter une 3e vague? Je vais vous dire, je sais pas. Je sais pas parce que je ne ferai pas comme ceux qui défilent sur les plateaux de télé en disant il y a qu'à Faucon, voilà ce qu'il faudrait faire. On trouvera autant de médecins ou de spécialistes qui diront il faut confiner que de médecins ou de spécialistes qui diront il ne faut pas confiner. Il y a aujourd'hui un gouvernement qui gouverne. Ce sont eux qui, au final, seront responsables, y compris pénalement d'ailleurs, les décisions qu'ils prennent pour les Français. Et donc moi, je fais confiance à ceux qui gouvernent, à ceux qui sont là pour le faire, pour prendre les bonnes décisions. Et moi, ce que je sais en tout cas, pour connaître Olivier Véran qui a été député avec moi, c'est que le seul objectif du ministre de la Santé, du Premier ministre, du Président de la République, c'est de sauver des vies. Et moi, ça me suffit.
On dit qu'il faut sauver des vies, donc généralement, et c'est ce qu'a fait le gouvernement notamment avec le premier confinement, c'est de prendre en compte les pires scénarios possibles. Pourtant, les pires scénarios, ils sont alarmants. Justement, Rémi Salomon, par exemple, lui, un professeur de santé, qui expliquait que le variant anglais va prendre le dessus et qu'il faut prendre des mesures bien plus strictes tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas les scénarios les plus alarmistes, Saïda Hamada? Mais pourquoi on le ferait? Justement, parce que justement, c'est lors de prise de position comme on a actuellement. Les médecins. Il faut prendre en compte les scénarios les plus. Donnent des avis, mais les médecins ne sont pas en charge de la politique de santé nationale. Ils connaissent l'évolution d'un virus dans les situations données, et il se trouve qu'en l'occurrence, ce virus, personne ne le connaît. C'est pour ça que je vous dis que je ne participe pas à ce débat ou à cette position qui serait de dire, ou de me mettre, moi, à la place de médecins ou de spécialistes, ou de donner la priorité aux médecins sur des décisions politiques. Au bout du bout, c'est une décision politique. On a élu des responsables, on a élu le président de la République. C'est à eux de prendre des décisions sur la base de conseils, d'avis qui sont donnés par des spécialistes de la santé, par des spécialistes de l'organisation des soins, pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Saïda Hamada, 15 à 20% des contaminations en Ile-de-France sont des cas du variant Covid. Le 7 janvier, on était à 7% seulement, donc c'est une augmentation qui est exponentielle. Comment est-ce qu'on peut arrêter si on ne prend pas des mesures plus strictes, Saïda Hamada? Les mesures plus strictes, encore faut-il qu'elles soient respectées par les Français et qu'elles soient comprises. C'est aussi le sens de... On a affaire aussi à des hommes, des femmes qui ont une vie sociale, plus ou moins dense, qui ont envie de bouger, qui ont envie de sortir, qui ont des activités, qui ont des enfants qui vont à l'école. Et donc, il faut aussi qu'on prenne en compte le fait que annoncer une mesure, c'est pas ça qui arrête la pandémie. C'est le fait que les Français la respectent. Et donc, il faut qu'ils la comprennent. Et il faut qu'ils aient le sentiment, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, que tout a été fait pour éviter d'aller dans le scénario, justement, du pire. Donc, ça doit être sur la responsabilité uniquement des Français, d'arrêter leur déplacement. C'est la responsabilité de tous. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire qu'on peut voter les lois qu'on veut, le président peut dire ce qu'il veut. Si les Français n'appliquent pas les règles, ça ne fonctionne pas. Mais si on ne met pas de règles plus strictes, les Français ne vont pas respecter davantage de règles. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est-à-dire que les règles, qu'elles soient strictes ou pas, il faut qu'elles soient comprises pour être respectées. Et donc il faut déjà que les règles actuelles soient comprises, que les Français aient le sentiment, soient persuadés qu'on ait tout fait avant de passer à des règles plus strictes. Aujourd'hui, le gouvernement, selon vous, Saïda Hamada, il a absolument tout fait qui était en son pouvoir pour éviter une troisième vague épidémique? Ah oui, mon sentiment, aujourd'hui, en tout cas moi, j'ai pas de preuve du contraire, mais comme je vous le dis, j'ai pas les éléments. Et je fais confiance aujourd'hui à ceux qui gouvernent. Et il y aura un temps, à un moment donné, on tirera les enseignements de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on est dans le feu de l'action, on est dans l'œil du cyclone. Et il faut faire confiance au capitaine qui gère aujourd'hui ce pays. Et moi, je lui fais confiance. Est-ce que c'est une solution qui est envisagée, par exemple? Excusez-moi, et quand je regarde la situation telle qu'elle évolue dans notre pays, au moment où moi je me souviens quand même il y a encore quelques mois, quelques semaines, où on disait l'Allemagne, c'est le pays qui se débrouille le mieux. Enfin, on voit la situation aujourd'hui. Actuellement, on est sur la France, Saïda Hamada, et justement, on a différentes propositions qui sont données par les experts de santé, notamment par exemple des confinements plus régionaux. C'est une possibilité ou pas pour essayer de stopper le variant anglais qui est d'ailleurs apparu dans votre région, vers le Bouches-du-Rhône, à Marseille, il s'est développé? Je pense que tout doit être mis sur la table. Au moment où il faudra qu'on sorte du confinement, lorsque justement on aura de plus en plus de personnes vaccinées, etc. Et à ce moment-là, je pense qu'il sera intéressant et important d'étudier la possibilité d'avoir des choses qui soient régionalisées. Aujourd'hui, on n'est pas à cette étape. Plusieurs spécialistes de santé également appellent à fermer les écoles. Vous avez déclaré que vous étiez opposé à cette mesure, Saïda Hamada. Au début de la pandémie, on a mis la santé avant l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de faire l'inverse? Ah non, mais je pense que même c'est une question de santé publique. Enfin, moi, pour connaître les écoles dans les quartiers nord de Marseille, vous fermez les écoles, vous créez un vrai problème de santé publique. Moi, je rappelle qu'au moment du premier confinement, l'une des raisons pour lesquelles il y a eu autant de demandes de colis alimentaires, c'est parce que les gamins mangeaient à la maison, alors qu'habituellement, ils mangeaient gratuitement à l'école. Vous avez fait exploser, on a vu exploser le budget alimentaire de ces familles qui se sont retrouvées obligées d'aller quémander des colis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Moi, je l'ai vu encore ce week-end. Une gamine de 7 ans, 8 ans qui, dès qu'elle voit la banque alimentaire ouverte, elle descend avec son cabas pour récupérer des colis. C'est ça le souvenir qu'on va laisser du confinement pour ces gamins. Aller manger de la nourriture. Moi, c'est pas ce que je veux pour mon pays, c'est pas ce que je veux pour ces jeunes. Donc selon vous, Saïda Hamada, il n'y a rien qui serait plus destructeur pour Marseille, pour les Bouches-du-Rhône? En tout cas, plus vous êtes fermer les écoles. Plus vous êtes fragile, plus vous êtes dans des territoires fragiles, plus l'école est importante pour ces gamins-là. 2 mois, 3 mois, quand vous avez 7-8 ans, c'est énorme. C'est énorme. C'est l'un des points d'ancrage, d'ouverture sur le monde.
moi c'est ce qui m'a permis aussi d'évoluer, que vous ne pouvez pas enlever à cette génération. Et donc il faut absolument qu'ils aillent à l'école. C'est le seul service public que vous avez dans ces territoires, dans ces quartiers, c'est l'école. Il n'y en a pas d'autre. Vous enlevez l'école, vous avez zéro service public. Zéro service public. Il n'y a rien d'autre que l'école. Donc, merci Saïda, madame. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Le 31 janvier, on comptait environ 1 486 personnes vaccinées en France, soit 2,22% de la population française. Un rythme qui ne nous permettra pas d'atteindre l'immunité collective ni cette année ni l'année prochaine. On en parle dans moins de 3 minutes. Tout de suite, c'est Doudoudou de Curtis Waters sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h31 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est toujours en direct avec Saïd Ahamada, député En Marche de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Cette interview sera d'ailleurs à retrouver sur notre site internet fréquenceesj.com. La France et les pays européens ont annoncé ces derniers jours un retard dans les campagnes vaccinales. En cause, les retards de livraison, un manque de doses. La stratégie vaccinale du gouvernement en France est à nouveau critiquée. L'opposition affirme que cette nouvelle crise aurait pu être évitée. Axel Rebaud. Saïd Ahamada, début janvier, vous appeliez sur Twitter à vacciner massivement. Un mois plus tard, seuls 2,19% des habitants du Bouches-du-Rhône, votre circonscription, ont reçu leur première dose. C'est moins que la moyenne nationale. Est-ce que vous êtes en colère aujourd'hui ? En colère, non. C'est-à-dire que les données... pour vacciner, il faut des vaccins. Les vaccins, et ce qui a été fait au niveau européen, ça a été de négocier avec les laboratoires pour qu'il n'y ait pas de course à l'échalote. À un moment donné, en gros, celui qui mettait le plus d'argent sur la table avait des vaccins et ceux qui n'avaient pas, du coup, n'avaient pas de vaccins. Il y a eu une entente pour qu'il y ait des vaccins en fonction du nombre d'habitants de chacun des pays. Ce qui a obligé les laboratoires, du coup, à avoir un seul interlocuteur, entre guillemets. Le problème qu'on a aujourd'hui, que vous évoquez, c'est la question de la production de ces vaccins. Et donc on sent bien que les laboratoires aujourd'hui ne sont pas complètement clairs dans leur capacité de production. Et donc il faut arriver à les tirer, à faire en sorte qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris. Est-ce qu'il faut demander donc des sanctions si les engagements ne sont pas respectés de la part des entreprises dont Pfizer, BioNTech et Moderna ? Oui, mais ça marche dans, j'allais dire... lorsque vous avez un entrepreneur, BTP, etc., vous posez des sanctions, vous récupérez l'argent, sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient vaccinés. Récupérer de l'argent, ça ne nous intéresse pas, ça n'intéresse personne d'ailleurs. Ce qu'on veut, c'est des vaccins produits. Et donc, il faut qu'on multiplie, du coup, plus il y aura de labos qui seront en capacité de produire, plus on sera en capacité, du coup, d'obtenir des vaccins. Donc, en somme, Saïd Ahamada, ce que vous nous dites, c'est que là, actuellement, on est un peu à la merci de ces entreprises, en fait. On ne peut pas leur demander de contrepartie, on leur a demandé de s'engager, ils se sont engagés. Actuellement, ils sont en retard, on ne peut rien faire à part juste attendre le bon Dieu, finalement. Si, on peut s'appuyer sur d'autres laboratoires. Alors, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas leurs engagements, on récupère les commandes qu'on avait prises ou les engagements qu'on avait pris avec eux et on va négocier avec d'autres laboratoires. Mais il faut que les vaccins soient produits. Aujourd'hui, on a quand même, pour avoir un peu bossé dans le privé, jamais on a atteint l'objectif de produire un vaccin dans un temps aussi court. Produire un vaccin, ça se fait pas en 1 heure, si vous voulez. Absolument, mais ces entreprises se sont engagées à nous fournir un certain nombre de millions de doses pour le mois de février. On va recevoir environ un tiers. Est-ce que la France et l'Union européenne est en droit de demander des comptes ? Elle demandera des comptes. Ça fera partie du bilan qu'il faudra connaître. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fera pour demander ces comptes-là, Saïd Ahamada ? Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui sera fait après la crise, parce que ce sera forcément après la crise. Parce que, comme je vous le dis, demander des indemnités financières, franchement, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que les gens soient vaccinés. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait des vaccins. Et donc, il faut qu'on multiplie les lieux de production, qu'on aide ces entreprises à mieux produire, à plus produire, qu'on multiplie les interlocuteurs pour que, si on a, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre d'ailleurs, et certainement de bonne foi une entreprise qui fait défaut, il faut qu'on puisse se retourner sur une autre entreprise, un autre laboratoire qui puisse produire pour qu'on tienne l'engagement qu'on a pris devant les Français. En parlant d'autres labos, Saïd Ahamada, la Haute Autorité de Santé a finalement accepté aujourd'hui le vaccin AstraZeneca. Il est cependant très peu efficace pour les personnes de plus de 65 ans. Donc la Haute Autorité de Santé le recommande pour ces personnes-là de moins de 65 ans. Pourtant, la stratégie vaccinale actuelle en France, c'est de vacciner les personnes très vulnérables et donc les personnes âgées. À quoi est-ce qu'il va nous servir ce vaccin ? On ne peut pas dire qu'il faut vacciner tout le monde et après dire qu'il faut vacciner uniquement les personnes âgées. AstraZeneca, c'est pas qu'il est pas très peu efficace. On ne connaît pas, on n'a pas suffisamment de données pour savoir s'il est. Ah si, justement, la Haute Autorité de Santé a confirmé les analyses. Il est très peu efficace sur les personnes de plus de 65 ans. Donc, est-ce qu'on devrait le réserver, par exemple, aux personnels de santé qui ont moins de 50 ans, qui ne sont pas donc prioritaires actuellement ? Bon, il y a un ordre de priorité sur les vaccins, donc il faudra qu'on le respecte. À partir du moment où on arrive à tenir le rythme,
que ce soit AstraZeneca ou pas, à partir du moment où le vaccin est efficace pour les personnes concernées, moi, je ne rentrerai pas dans le détail du coup de savoir s'il faut utiliser tel ou tel vaccin pour tel ou tel public. Honnêtement, je ne suis pas assez expert de la matière. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que sur ce que j'entends autour de la vaccination, si vous vous rappelez de ce qui se passait en décembre, et ce qui est quand même assez français, en décembre, les gens disaient on ne veut absolument pas se faire vacciner, on connaît pas le recul, on n'a pas de recul suffisant. Alors, il y avait des sceptiques sur les vaccins, effectivement, un scepticisme d'environ 50%. Des pays du coup qui vaccinaient à tout bras, notamment la Grande-Bretagne, mais aussi Israël, pour ne citer que, les gens se sont dit, et nous, et donc tout le monde a voulu être vacciné. On retombe en fait. Il y a une hypocrisie de la part des Français, selon vous, Saïda Hamada? Non, c'est pas une hypocrisie, c'est comment dire, un comportement rationnel qui peut s'expliquer face à quelque chose, une situation qui est complètement inédite. Parce que vous semblez le critiquer d'une certaine manière. C'est pas que je le critique, lorsque vous parlez de ces Français qui ne veulent pas, finalement ils veulent. Je dis que la stratégie du gouvernement ne peut pas être critiquée sur le fait que en décembre, on n'avait pas prévu les centres de vaccination, ce que j'ai pu entendre par ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, les Français ne voulaient pas de centres de vaccination, ils ne voulaient pas de vaccin. Et qu'il fallait faire, un peu comme je vous l'expliquais sur la question des gestes sanitaires, etc., ou des mesures un peu plus dures, qu'il faut faire aussi ce travail Il y avait environ, effectivement, ce travail d'explication sur le vaccin. Il fallait convaincre les Français de vouloir se faire vacciner, ce qui a pu être fait à notre grande surprise, mais de manière, et c'est très heureux, très vite en fin d'année, parce que les Français ont vu ce qui se passait dans d'autres pays. Et donc il y a eu un réajustement de la politique du gouvernement pour dire, puisque les Français maintenant veulent se faire vacciner, il faut qu'on soit au rendez-vous et que les vaccinations augmentent en nombre, et c'est ce qui est en train d'être fait. On est l'un des pays qui vaccinent le plus en proportion par habitant. Dans plusieurs régions, Saïda Hamada, notamment en Haute-Garonne, des personnes âgées prioritaires commencent à recevoir des appels, des messages qui leur expliquent que leur rendez-vous pour leur deuxième vaccination, leur deuxième dose, elle est tout simplement annulée. Comment est-ce qu'on en arrive là, Saïda Hamada ? Je ne sais pas, il faudrait qu'on regarde de manière macro, parce qu'on a l'habitude en France quand même de regarder ce qui arrive, ce qui n'arrive pas à l'heure, ou les trains qui n'arrivent pas à l'heure, on ne regarde pas ce qui fonctionne bien. Il faudrait regarder dans la masse des vaccins qui sont faits, qui ne sont pas faits, des rendez-vous qui sont pris et qui sont respectés ou pas. Ce que ça représente quand même que c'est malheureux qu'on en arrive là. Est-ce que ça montre bien qu'il y a des points morts dans la stratégie vaccinale ? D'arriver à 100% de respect et des rendez-vous, que tout fonctionne comme sur les roulettes, du début jusqu'à la fin, partout en France, pour tous les centres de vaccination et pour tout le monde, je vous dis, on n'y arrivera pas parce que, de fait, il y a des impondérables qui, par définition, ne sont pas prévisibles. Et donc, moi, ce que je vous dis, comme je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas vous dire s'il s'agit de cas exceptionnels, entre guillemets, qui font partie des impondérables classiques. Lorsqu'on gère une activité, tout le monde le sait, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, ou s'il s'agit d'un problème global d'organisation de la vaccination dans ce pays. Ce que j'aimerais quand même dire, c'est qu'on s'est beaucoup appuyé, et c'est ce que les élus voulaient, sur les collectivités locales. Et donc, il va falloir aussi interroger la manière dont les choses se passent au niveau local et la manière dont aussi les mairies, notamment, se sont organisées. Merci, Axel Rebaud. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. Vous nous écoutez peut-être avec une enceinte connectée, Alexa ou Google Home. Vous avez bien raison. Et vous pouvez aussi écouter sur ces enceintes nos autres radios comme Fréquence ESJ Lounge pour vous détendre ou encore Fréquence ESJ Friendly. Retour à la politique. Ce week-end, des manifestants se sont une nouvelle fois rassemblés contre la loi sécurité globale et de nouvelles images ont marqué celle d'un commissaire de police matraquant un manifestant alors qu'un Beauvau de la sécurité aura lieu lors des 4 prochains mois pour recréer du lien entre les forces de l'ordre et la population. La loi, très décriée, continue de créer des tensions. Bonsoir Bastien Cochet. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Saïda Hamada. Bonsoir. Vous avez déclaré conseiller à votre fils de faire attention aux forces de l'ordre en cas de contrôle. Est-ce que vous pensez que ce Beauvau de la sécurité et également la loi de sécurité globale pourra y changer quelque chose ? Alors c'est deux choses différentes, mais j'attends de voir ce que le Beauvau de la sécurité donnera, parce que là on est au tout début. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui si le Beauvau sera une bonne ou mauvaise solution pour mais dans l'idée, rétablir bien sûr, on aura les résultats dans 4 mois. Justement, est-ce que cette durée, on n'attend pas un peu trop pour agir ? Vu le sujet, honnêtement, 4 mois, je trouve ça même un peu court, pour tout vous dire. S'il s'agit de rétablir la confiance entre les Français et la police, je pense que 4 mois, c'est le minimum syndical, je dirais, pour... En tout cas, pour poser les bases. Efficace. Pour poser les bases, parce qu'à mon avis, c'est un travail de longue haleine qui mettra pas 4 mois, mais 4 ans, voire plus. Donc oui, commençons par là, si on y arrive. Moi, j'attends de voir le résultat de cette consultation, mais j'appelle de mes voeux, évidemment, le fait que la police renoue des liens de confiance avec la population qui... Parfois, c'est effrité. Selon vous, il y a des interstices dans l'institution policière, ce qui permet à des policiers de faire des fausses déclarations et de taper sur les personnes. Comment on referme ces interstices ? Comment on referme ces angles morts dans la République ? Écoutez,
moi, vous parlez de la déclaration que j'avais faite suite à l'affaire Zecler. Moi, je suis père de famille. Michel Zecler, juste simplement, on rappelle qu'il y a un producteur de musique qui s'était fait tabasser par des policiers. Tout à fait. Et donc, moi, je suis père de famille, j'ai vu ça, et comme beaucoup de Français, j'ai été choqué par ce que j'ai vu, et notamment parce que je me suis identifié, et que j'ai vu des gamins, parce qu'il y avait aussi des gamins qui étaient plus bas, qui auraient pu être mon fils. Et donc, j'ai réagi en tant que père de famille, avant même de réagir en tant que député, ce qui me paraît la moindre des choses, et en disant à mon fils, fais attention lorsque tu fais contrôler. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la police n'est pas raciste. Sauf qu'il y a aujourd'hui des interstices, pour ça que je parlais de cela, qui permettent à des policiers qui n'ont pas ces valeurs-là, qui n'ont rien à faire dans la police, d'avoir ces comportements qui sont des comportements condamnables. Donc pour vous, Tommy Lecorche, le commissaire qu'on a vu ce week-end frapper un manifestant, c'est une énième brebis galeuse ? Je sais pas, j'ai pas vu la scène, je connais pas l'avant, je connais pas le pendant, je connais pas l'après, donc je peux pas vous dire. Moi, je juge pas sur une déclaration, sur l'affaire Zecler. On avait beaucoup plus d'éléments qui permettaient de comprendre, et le témoignage des policiers, en tout cas les retours qu'on en avait eu, et le témoignage de la personne la première intéressée. Est-ce que pour avancer sur le sujet des violences policières, du lien de confiance avec la police, il faut aussi faire un grand ménage dans ces institutions ? Parce que s'il y a eu des manquements lors de ces dernières années, c'est également parce que la hiérarchie a pu couvrir ces agissements. C'est pas tant, je suis même pas là-dessus. C'est même pas question de couvrir, parce que je pense que réellement, et là je le dis, je sors même ma casquette de député, je pense pas que la police soit raciste, et je pense pas que l'organisation soit raciste, mais je pense qu'il y a un problème d'organisation. Il y a un problème d'organisation. Mais au-delà du racisme, il y a aussi se voit parce que là, du coup, on a des personnes qui sont armées et qui ont le monopole de la violence légitime, donc qui peuvent du coup intervenir de manière brutale pour calmer les manifestations, pour rétablir l'ordre public, etc. Du coup, ça se voit. Mais je pense que ça se voit dans d'autres, y compris dans la police, dans d'autres domaines, sur les moyens matériels, etc., sur lesquels aujourd'hui, en termes d'organisation, il faut qu'on s'améliore. Et vous parlez de manquements et de lacunes en profondeur dans la police. Alors, qu'est-ce que vous proposez en tant que député de la République pour amener à éliminer ces manquements et avoir une meilleure police ? Le Beauvau de la sécurité est destiné à ça. Moi, en tant que député, je peux vous dire comment est-ce que je ressens les choses et ce qui me paraît dysfonctionner. Mais je reste à ma place de député. Le député, il est là pour voter des lois, pour porter la parole du peuple, parce qu'on est les élus du peuple. Moi, je ne suis pas au gouvernement, et donc je ne peux pas vous dire, moi, voilà, quel est le plan que le ministre de l'Intérieur doit appliquer de A à Z pour que les choses soient rétablies. Vous avez accepté de vous mouiller sur un sujet, en tout cas, c'est la réforme de l'IGPN. Là, vous êtes pour qu'elle soit complètement indépendante de la police. Il n'y a pas que ce sujet sur lequel je me suis mouillé. Bon, en tout cas, l'article 24 et d'autres. Ici, vous hésitez. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut rendre l'IGPN indépendante, alors qu'il y a un poids des syndicats qui est important dans la police ? Vous n'avez pas peur d'une levée de bouclier ? Mais c'est même pas mon sujet. Moi, je suis représentant du peuple, je ne représente pas les syndicats. Que les syndicats fassent leur job. Oui, mais en tant que député, vous êtes amené à modifier les lois et donc à les faire appliquer. L'IGPN devrait être indépendante du ministère de l'Intérieur. Et qu'on pourrait créer ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante. C'est-à-dire que l'une des critiques que l'on fait à l'IGPN, fondée ou pas, et c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas le savoir, c'est que lorsque vous avez des policiers, il n'y a pas que des policiers à l'IGPN, lorsque des policiers qui dépendent pour leur carrière du ministère de l'Intérieur, qui sont chargés de contrôler, on a un biais dans le raisonnement. Et donc je dis, pour rétablir la confiance, je ne dis pas que l'IGPN ne fait pas son job, mais je dis que du coup les gens peuvent douter. Et donc pour enlever ce doute, il faut créer cette autorité administrative indépendante, si ça se trouve avec exactement les mêmes personnes, sauf que de manière très factuelle, on ne pourra pas dire que l'IGPN n'est pas indépendante et ne donne pas des décisions qui ne sont pas entachées du coup de pression, quelle qu'elle soit. Vous vous êtes abstenu lors du vote de la loi sécurité globale et vous avez demandé aussi le retrait de l'article 24 qui concerne la diffusion d'images de policiers. Pourquoi ne pas avoir voté contre, comme l'a fait votre collègue Cécile Delpirou ? Parce que c'est pas la loi qui me gênait, moi, c'est l'article 24. Seulement celui-ci, donc pour le reste de la loi, vous êtes complètement d'accord avec le reste de la loi. C'est assez, dans les grandes parties, oui. Et je vais vous dire pourquoi. Si vous interrogez les Français, et d'ailleurs je pense que vous en faites partie, qu'est-ce qu'ils retiennent de la loi sécurité globale ? Ils retiennent l'article 24. Sauf que l'article 24, si vous reprenez l'historique, il ne figurait pas dans le projet de loi, dans la PPL, la proposition de loi qui a été faite par mes deux collègues. La loi sécurité globale a été destinée à quoi ? À faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelait un continuum de sécurité. C'est en gros ceux qui font de la sécurité aujourd'hui dans le pays, sécurité privée, police municipale, police nationale, travaillent ensemble. Mais justement, le fait de donner, par exemple, il y a d'autres articles que le 24. Ça, c'est l'objet de la loi. Le fait de donner plus de pouvoir. On reviendra après sur les autres articles. Mais du coup, l'article 24
ne rentrait pas dans l'esprit de ce texte. Et c'est pour ça que j'ai écrit à mes collègues parlementaires en disant pourquoi est-ce que je décompte cet article. Et c'est pour ça que du coup, l'article 24, à mon sens, n'avait pas sa place dans ce texte de loi. Ensuite, s'il n'y avait pas eu cet article 24, la loi sécurité globale serait passée. On l'aurait amendée, elle reviendra de toute façon, et on l'amendera, mais elle serait passée, à mon avis. Ce qui a biaisé la loi sécurité globale, qui était au bout du bout uniquement destinée à protéger les Français. Après, on peut discuter les drones, on peut discuter les pouvoirs, etc. Mais à la limite, on discute des moyens d'eux, mais on ne discute pas de l'objet de la loi. Et aujourd'hui, on en vient à faire tomber la loi pour l'article 24 qui, au départ, n'était pas destiné à y être. Merci Saïd Hamada. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Dans moins de 3 minutes, on aborde un sujet sur lequel, Saïda Hamada, vous avez beaucoup pris position. Il fait polémique en France, c'est la structuration de l'islam et cette loi sur les principes républicains. On voit ça juste après. Un titre de Chaka Ponk, c'est I'm Picky sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Fréquence ESJ, It's and Talk, vous êtes bien dans 20h l'invité. On est en direct, il est 20h50 et avec nous toujours Saïd Hamada, député La République En Marche de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Et hier à l'Assemblée nationale a commencé l'examen d'un des projets de loi les plus sensibles du quinquennat d'Emmanuel Macron, celui visant à conforter les principes républicains. Pendant les 2 prochaines semaines, l'enjeu pour la majorité est de créer un texte qui luttera contre les séparatismes. Pourtant, pour beaucoup, c'est bien l'islam qui est visé. Bastien Cochet. Saïd Hamada, vous avez l'impression de défendre la ligne majoritaire au sein de votre parti sur la question de l'islam ? La ligne majoritaire sur la question de l'islam. La ligne majoritaire sur la question de l'islam en tant que tel ne se pose pas comme question. En tout cas, sur le renforcement des principes républicains, si vous me permettez de préciser. Si la question c'est est-ce que ce que je pense se retrouve dans ce texte et représente la ligne majoritaire, je pense que oui. Mais en très grande partie, je pense que oui. Comment vous réagissez lorsque des personnes qui font partie de votre groupe politique font des propositions comme l'interdiction du port du voile pour les fillettes qu'ont fait Aurore Berger ou Jean-Baptiste Moreau, qui n'a pas été accepté pour être déposé, mais est-ce que ça peut vous déranger d'avoir ces mêmes personnes qui font ces propositions dans votre parti ? Qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est d'avoir des propositions de ce type qui n'entrent pas dans le cadre de ce texte. Le président de la République a été clair. Il a fermé la porte sur la question du voile qui ne devait pas être abordée dans ce texte, que ce n'est pas l'objet. Sauf à supposer que toutes les femmes voilées sont des apprentis terroristes. Voilà. Si on est là-dessus, évidemment, on rentre au Front National. On change Kazakh et au moins on est clair avec ses électeurs. Moi je suis pas la proposition a d'ailleurs été soutenue par Marine Le Pen. Et la majorité des députés de notre mouvement ne sont pas là-dessus. La très grosse majorité, pour ne pas dire quasiment tous. Donc si vous ne pensez pas ça, vous n'introduisez pas la question du voile sur ce texte-là. Le voile ne doit pas être réglé dans ce texte-là. Moi je dis pas qu'il ne faut pas avoir de débat là-dessus. Et j'avais dit d'ailleurs à l'hémicycle, moi personnellement, je ne suis pas favorable à ce que les femmes portent le voile. Mais vous dites que le problème du voile ne sera pas réglé avec ce texte-là. Vous avez également dit que ce texte il ne réglera pas le problème de dialogue entre les musulmans et les autorités dans la Croix. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire aussi ce travail-là ? Est-ce que c'est pas la première chose à faire ? De restaurer ce dialogue entre les musulmans et les autorités ? Mais ça, c'est un autre cadre, si vous voulez. C'est là où il ne faut pas faire d'amalgame, si vous voulez. Le texte, il vise à lutter contre les extrémismes, quels qu'ils soient, et aujourd'hui, l'islam politique. Pas contre les musulmans. L'idée, c'est pas de l'organiser les musulmans. Vous trouverez rien dans ce texte qui concerne la charte des imams. Vous trouverez rien dans ce texte qui concerne le CFCM. Ce texte, il vise juste à empêcher ceux qui veulent utiliser une religion, aujourd'hui j'utilise l'islam, demain ce sera peut-être les bouddhistes, ou les je ne sais quoi, ou je ne sais pas quelle secte, à empêcher ces gens-là d'utiliser une religion à des fins politiques. Mais alors renverser justement, la République, c'est le seul objectif de ce texte. Le fait, dans le même temps, de proposer, en tout cas d'amener les représentants du culte musulman en France à se mettre d'accord pour une charte de l'islam en France, est-ce que là aussi, il n'y a pas une volonté de lisser un islam, alors que vous-même vous le défendez, c'est le fait qu'il y a différents courants, et c'est ça ce qui fait sa richesse. Moi je pense que la logique du président de la République, c'est de pousser à ce que les musulmans s'organisent, ou en tout cas aient un minimum de concertation, de cohérence dans ce qu'ils font lorsqu'il y a l'organisation de prêches, la construction de lieux de culte, etc. C'est ça qu'il essaie de pousser. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que la nature a horreur du vide. Et que donc, ce que le président fait, c'est ce que nous, en tout cas les musulmans de manière générale, n'ont pas été capables de faire, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un minimum de coordination pour
parler d'une seule voix sur quelques sujets qui concernent notamment la relation avec la République. Sur les autres sujets, comme il n'y a pas de clergé, comme il n'y a pas lieu, si vous voulez, de justement, pour vous, c'est pas un problème moi, qu'il n'y ait pas une autorité, une figure avec qui on peut dialoguer directement et qu'il faille plutôt c'est une difficulté s'autoriser. C'est pas un problème en tant que tel. Enfin, nous, la République n'a pas à dire comment les gens doivent croire. Il se trouve que dans la religion musulmane, il n'y a pas de clergé. Voilà, c'est un fait. Donc c'est une difficulté supplémentaire, ça n'empêche pas aux gens de discuter. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bloc monolithique chez les musulmans. Sur ce qui est des propositions et des amendements, est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme certains de vos collègues députés, notamment à gauche, que souvent ils sont inutiles, qu'on a déjà l'arsenal qui est nécessaire à cela, et c'est plutôt au niveau du budget que là, il y a beaucoup moins de moyens pour lutter contre ces séparatismes? C'est faux, on n'a pas l'arsenal. Si vous voulez aujourd'hui une association qui a des dérives séparatistes, qui a des subventions publiques, vous ne pouvez pas enlever la subvention. Pour ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc c'est faux de dire qu'aujourd'hui, on a l'arsenal qui permet de lutter contre ça. Et par exemple pour la haine en ligne, ou alors le respect de la République par les associations, ou la polygamie, pour vous... La loi AVA a été censurée, donc du coup, il nous faut des éléments qui nous permettent de... ce qui s'est passé avec Samuel Paty, beaucoup de choses se sont passées en ligne. Aujourd'hui, on n'a pas les outils pour empêcher ça. Mais alors, est-ce que ça doit se coordonner avec une augmentation des budgets pour ces secteurs-là? Les budgets, ce sont des moyens, ce ne sont pas des fins. L'objectif de ce texte, c'est de fixer les lignes rouges à ne pas franchir, de se donner les moyens de pouvoir lutter contre ça, les moyens juridiques, pas financiers, juridiques. Les moyens financiers, c'est le PLF qui le fait, c'est le projet de loi de finances. Et ensuite, on verra justement jusqu'à quels moyens, où est-ce qu'il faut les mettre, ou à qui les attribuer, etc. Mais ça vient en second plan. Très rapidement, Saïda Hamada, le fait que Gérald Darmanin écrive un livre sur le séparatisme islamiste en ce moment, est-ce que ce n'est pas rajouter l'huile sur le feu? Donc l'agenda est pas le plus heureux. Il le fait en tant que personne. Il se trouve qu'il est ministre de l'Intérieur aujourd'hui, donc forcément ça aura une portée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et on l'a vu sur la loi sécurité globale, c'est que la loi, ce sont les parlementaires qui la votent. Merci Saïd Hamada. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Vous avez été nombreux et on vous en remercie à avoir envoyé vos questions à Saïda Hamada. C'est le moment d'en poser une qu'on a sélectionnée sur Facebook. Thierry vous demande, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul à la gauche d'LREM ? Figurez-vous que non, et d'ailleurs vous le verrez lorsque le texte sera voté, on est beaucoup plus nombreux que les gens croient. Beaucoup plus nombreux. On ne se définit pas forcément comme étant de gauche, etc. Mais en tout cas, sur les valeurs que j'exprime là devant vous, et je le disais à votre collègue, on est majoritaire. Il se trouve que d'autres parlent plus peut-être que nous on le fait. On fait en sorte, et ça se fait de plus en plus, d'être plus audible. Et vous le verrez dans le futur. On passe maintenant à l'agenda politique de la semaine. Jeudi, le monde du cinéma, du spectacle vivant et de l'audiovisuel manifeste dans toute la France contre la gestion de la crise. Saïda Hamada, la culture, aujourd'hui, on peut le dire, ce n'est pas la priorité du gouvernement dans cette crise. Donc, on a une vraie problématique sur la question culturelle. Je vous le dis, moi, ça me travaille depuis un petit moment. Le biais qui a été pris au départ par le président de la République, par le gouvernement, en tout cas l'axe qui a été choisi, n'était pas un axe par secteur. C'est ce qui explique que du coup la culture n'a pas été traitée en tant que telle. Je pense notamment que si on n'arrive pas à sortir rapidement du confinement, il faut la traiter autrement. Il faudra qu'on traite non plus qu'on ait quelque chose de globalisant par établissement, etc., mais qu'on traite par matière. Si je puis m'exprimer ainsi, et notamment la matière culturelle qui est extrêmement importante et j'avais peut-être l'une des plus importantes. Alors, par exemple, Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, proposait sur Émerger d'ouvrir, par exemple, les musées uniquement aux étudiants, par groupe, par classe. Est-ce que ce sera envisageable, par exemple, ce type de mesure ? Moi, c'est un type de mesure que je pousserai. J'ai rencontré un cinéma, l'Alhambra, pour ne pas citer, à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille. Moi, je vais proposer que pendant les vacances scolaires, les gamins puissent, par petits groupes, comme ils le font à l'école, qu'ils puissent se déplacer au cinéma en période extrascolaire, justement pour qu'on continue à avoir ce lien, pour leur permettre d'ouvrir le champ des possibles. Donc c'est le type de mesure, moi, qui m'intéresse. Après, comme je vous le dis, moi, j'ai pas toutes les données et j'essaie d'être pragmatique et surtout de faire confiance à ceux qui nous gouvernent. Merci Saïda Hamada. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESG. 20h l'invité.
l'invité, c'est déjà la fin. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci Saïda Hamada d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Cette émission de 20h l'invité, comme toutes les autres, sera disponible en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Prochain rendez-vous sur Fréquence ESJ, c'est Storytelling, votre émission culture et divertissement. Bastien Cochet et toute son équipe vous attendent avec impatience en direct de 20h à 21h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans 20h l'invité. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.